Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire le point sur les résultats de l'entreprise SMCP au cours de l'année 2022. Bon, avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, je vous rappelle que moi je ne suis pas un conseiller financier, donc la vidéo qui va suivre ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, à vous de faire vos propres analyses. Alors un petit rappel sur le business model de l'entreprise, il s'agit d'une entreprise qui est dans le retail de vêtements, qui a un positionnement entre le fast fashion du style H&M et avec une image un petit peu plus premium dans leur mode de fonctionnement. Eux se positionnent en termes de position originale sur cet entre-deux, entre guillemets. Bon, en termes de répartition des ventes, le premier marché est donc la France, avec un tiers de leurs ventes, une grosse position en Europe aussi, et Moyen-Orient qui représente 30%, 15% aux Amériques, et puis un gros pari aussi sur l'Asie, qui a été pas mal impacté l'année dernière comme on le verra dans les résultats, par la Chine, qui représente quand même pas loin, un peu moins d'un quart des ventes. Et ça tourne autour des deux principales marques que sont Sandro et Marge, avec deux plus petites marques qui sont en développement, qui sont Claudie Pierlot et De Fursac, qui avait été racheté il y a quelques années. Donc en termes de résultats, on voit que la croissance dans les différents secteurs est supérieure à 20% dans les différentes régions en France, en Europe et aux États-Unis par rapport à l'année 2021. Seule l'Asie a été fortement impactée puisqu'elle a une forte exposition à la Chine continentale, et donc, comme vous le savez, qui n'a été rouvert qu'en toute fin de l'année 2022, et donc subissait encore les effets du confinement. Donc en termes de résultats globaux, il y a quand même une croissance du chiffre d'affaires de plus de 16% vis-à-vis de 2021. Donc un bon rebond. Donc si on prend un petit peu de distance, notamment avec les résultats pré-Covid, on dépasse donc le nombre de ventes par rapport à l'année 2019, avec une augmentation de l'EBITDA et du résultat net. En termes de résultats par action, on va retrouver les sommets pré-Covid avec un résultat par action de 0,65 € par action. Le free cash flow, lui, reste positif, mais en régression par rapport à l'année 2021, surtout sur un effet stock pour la fin de l'année 2022, puisque finalement ils reconstituent leur stock en vue de la réouverture de la Chine, et donc ça a bouffé un petit peu en working capital, ce qui a impacté le free cash flow à proprement parler, mais donc avec quelque chose de transitoire et qui devrait rester dans une dynamique positive. Le free cash flow yield avec la valorisation actuelle, il est supérieur à 5% pour la CAPI actuelle. La dette, elle évolue dans le bon sens, avec une régression de la dette nette de manière absolue, mais d'autant plus en valeur relative, puisque la dette nette pour EBITDA, elle est passée en dessous de 2, ce qui était l'objectif de l'entreprise pour la fin de l'année 2023. Donc elle atteint cet objectif avec une année d'avance, donc diminution d'un peu moins de 10% par an ces dernières années. En termes de valorisation, on a un PER au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire début mars 2023, de 12, un price to sell pour 0,5, un price to free cash flow donc un peu plus de 18, le ROE il est à 4,5, et la marge d'EBIT sur l'année 2022 elle est à 9,2%, mais en sachant qu'elle a passé plus de 10% sur le deuxième semestre. Alors si on fait un petit retour en arrière sur les précédentes guidelines de l'entreprise, notamment comme moi j'ai cité rentrer sur l'action donc au cours de l'année 2020, la projection c'était d'avoir une croissance supérieure à 10% par rapport aux résultats pré-Covid. Pour l'année 2023, on y est quasiment. D'avoir une marge d'EBIT supérieure à 10,5, on y sera très probablement. Hein, on a 10,2 je crois sur le deuxième semestre 2022, donc ça devrait continuer à aller dans le bon sens, et on devrait avoir une dette inférieure à 2 fois, à 2 sur les EBITDA, ce qui est déjà le cas. Donc on voit qu'elle a déjà rempli quasiment ses objectifs pour l'année 2023 avec un peu d'avance. Donc le management a réussi ça.
En sachant que bien évidemment, on risque d'observer, en tout cas c'est ce qu'on espère en 2023, un rebond notamment sur le secteur asiatique du fait de la réouverture de la Chine, ce qui devrait pas mal doper le chiffre d'affaires et on l'espère aussi les marges de l'entreprise. On voit que sur les années 2025, la projection de croissance était plus modeste, avec une croissance, on va dire, supérieure à 5% et avec un objectif de marge supérieur à 12%. Alors sur les derniers, la publication des résultats, ils mettent cet objectif d'EBIT margin à 12% pour l'année 2026, mais globalement, voilà, ça montre l'objectif, on va dire, sur du moyen terme. Alors, si on fait un peu de valorisation, ça veut dire qu'on aura un chiffre d'affaires supérieur à 1,4 milliard pour l'année 2025-2026, fin 2025, donc pour le résultat début 2026, quoi. Ça ferait un EBIT, si on a les 12% de marge supérieur à 170, on peut imaginer que ça ferait un résultat net à plus de 100 millions d'euros pour cette année 2025. Donc si vous prenez un PR tout simplement bête et méchant à 10, ce qui est tout à fait envisageable dans ce type de secteur, surtout si elle n'est pas endettée, surtout si elle a 12% de marge d'EBIT, on peut même imaginer une valorisation un peu au-dessus, mais partons sur un scénario un peu négatif avec un PR seulement de 10, ça vous fait une capi de 1 milliard en fait. Aujourd'hui, au moment où j'enregistre la vidéo, la capitalisation, elle est que de 630 millions. Donc ça nous ferait un potentiel de croissance d'un peu plus de 60%. S'il n'y a pas de dilution massive des actionnaires ou d'autres accidents industriels. Donc ça nous laisse imaginer que voilà, 60% sur les, on va dire sur les 2 ans, plutôt les 3 ans révolus à venir, ça permettrait probablement de battre le marché de manière globale, hein. Voilà. Donc sur un petit mot d'analyse technique, on voit que l'entreprise était dans une figure un petit peu de retournement avec après une grosse descente après son introduction en bourse, qu'elle était dans un range depuis la crise Covid avec 2 paliers et là suite à l'annonce des résultats et du changement d'actionnaire majoritaire probablement qui sont survenus la semaine dernière, on voit qu'elle tente de sortir de son range avec une belle bougie verte. Voilà, donc probablement un momentum positif pour rentrer sur ce titre, en tout cas sur un point de vue technique. Alors si je dois synthétiser ma thèse d'investissement, moi j'étais rentré là-dessus puisque je la jouais comme un retournement. Donc j'avais fait le pari qu'elle ne ferait pas faillite puisqu'à un moment donné elle était à la casse en termes de valorisation. Ce qui est le cas, on voit que la dynamique est plutôt positive en termes de dette, en termes de croissance, en termes de marge opérationnelle. Je fais le pari aussi qu'on va avoir une croissance organique de fond, même si elle n'est pas très élevée, plus surtout qu'il y aura un levier opérationnel dont la combinaison des deux me permet d'envisager une revalorisation de mes actions. En tout cas, c'était mon pari. Que pour l'année 2023, il va y avoir un effet momentum spécifique avec la réouverture de la Chine, qui est quand même un de ses principaux marchés et un de ses principaux paris pour l'entreprise. Et donc ça devrait doper pas mal les résultats de l'année 2023, en tout cas ce qu'on espère. Et qu'en plus il y a un petit pari optionnel, puisque l'entreprise se pense plus comme une plateforme pour des marques qui auraient le profil des marques qu'elle a déjà au portefeuille. Et donc on pourrait imaginer maintenant qu'elle est un petit peu plus désendettée, éventuellement de faire des acquisitions pour nourrir sa croissance de manière externe. Mais ça, c'est clairement du pari optionnel. Alors, mon stop loss fondamental, c'est si les marques ne sont pas bien, ce pari sur ces marques intermédiaires entre le fast retail et le luxe, ce concept de luxe abordable ne fonctionnait pas. Donc, on observerait l'absence de croissance. Avec, voilà, donc moi je reste avec un cut-off de 6% annoncé par le management. Si cette croissance n'était pas obtenue, ça me ferait sortir évidemment de l'action. Donc il y a toujours le risque de scandale, surtout que vous savez il y avait eu le scandale des Ouïghours. Donc je reste
vigilant sur un news flow qui pourrait être négatif et pourrait avoir un retentissement sur l'image de marque de l'entreprise. Bien évidemment, il y a une forte exposition de l'entreprise à la Chine, donc il y a le risque géopolitique toujours de fond. En tout cas, et surtout, moi je parie sur l'effet positif de la réouverture, mais si ce n'était pas le cas, ça serait là aussi un stop loss fondamental de mon côté. Et puis l'actualité récente, il doit y avoir un changement d'actionnaire de cette entreprise de manière importante, puisque l'actionnaire chinois historique a fait défaut sur sa dette, et donc les titres qu'il avait en sa possession, je crois que c'est un peu plus de 37% du capital, il recherche un repreneur, donc là il peut y avoir un petit effet spéculatif sur le titre, mais ça peut créer pas mal de mouvements sur le titre. Voilà, en tout cas moi ma position c'est une petite ligne de mon côté. J'ai un prix de revient à 4,67 €, 70 actions, donc je suis en plus-value latente de 80%, donc belle performance relative, mais petite performance dans l'absolu puisque c'est qu'un peu plus de 250 €. Alors la taille de ma position était petite puisque pour moi ça restait un pari, quand même un sacré pari en termes de retournement. Maintenant qu'elle a coché un certain nombre de cases sur l'année 2021-2022, j'aurais tendance à en reprendre une petite louche actuellement pour renforcer ma ligne et surfer sur, on va dire, sur les 2 ou 3 ans à venir, qui, si le management arrive à valider ses objectifs, nous permettrait quand même d'espérer quand même une croissance de la valorisation des actions de manière assez significative, si bien évidemment elle arrive à valider, à cocher toutes les cases, mais il me semble que pas mal de feux sont au vert. Donc en tout cas de mon côté, même si bien sûr ça ne constitue pas un conseil en investissement, je reste actionnaire de l'entreprise et je vais même renforcer un petit peu ma position sur celle-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et à très bientôt pour d'autres analyses.